Salut, c'est Maxime, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Donc je suis trop content de lancer cette chaîne qui va être dédiée donc à Age of Empires 4. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, la première chose dont on va parler sur cette chaîne, ça va être déjà de clarifier qu'est-ce que c'est qu'Age of Empires 4 et les différentes bases à prendre en compte pour pouvoir progresser, même quand on débute totalement le jeu. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais récupérer les différentes petites notes que j'ai prises. Donc j'ai pris quelques petites notes, j'ai noté conditions de victoire, les trois piliers donc écotech et armée, dont on va en parler, le passage d'âge, la micro et la macro, donc la différence entre les deux, et la dynamique de pierre-feuille-ciseaux. Avant de parler de ça, déjà qu'est-ce que c'est qu'un RTS? Donc un RTS, pour faire simple, c'est on a notre petite base chez nous, on va devoir faire du villageois pour créer de l'économie, cette économie va nous servir à créer une armée, et cette armée va nous servir à casser la gueule aux joueurs en face. Donc ça, c'est tout simplement l'objectif principal d'un RTS. Dans Age of Empires, on a 5 conditions de victoire. Donc la première condition de victoire, comme je viens de le dire, c'est de casser la gueule du mec en face. Donc ça va être de détruire toute son armée, tous ses bâtiments, toute son économie, de le raser la carte. Une fois qu'il est rasé la carte, on a gagné la partie, on est content. C'est une condition de victoire qui peut être assez longue, du coup Microsoft, ils ont rajouté d'autres conditions de victoire pour rendre les parties un peu plus dynamiques et un petit peu plus rapides. La première qui vient de Age of Empires 2, si vous connaissez, c'est le mode régicide. Donc le mode régicide, c'est on a un roi, chaque joueur a un roi qui va devoir protéger et on doit tuer le roi d'en face. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut protéger un personnage. L'autre condition qui va venir de Age of Empires 2, c'est le mode merveille. Donc lorsqu'on construit une merveille, c'est un bâtiment qui est énorme, qui coûte extrêmement cher, qui met énormément de temps à se produire, mais une fois qu'il est construit, ça va mettre un timer dans la partie du joueur en face et il faut qu'il détruise ce bâtiment. S'il ne le détruit pas avant la fin du timer, il a perdu et donc vous avez gagné. Donc ça, c'est les deux modes de victoire qui viennent de Age of Empires 2. En réalité, dans le 4, c'est pas les modes de victoire qui vont être intéressants et c'est pas par ces modes de victoire qu'on va gagner nos parties, surtout en classé ou en ranked par exemple. Microsoft, dans le 4, ils ont développé deux autres modes de victoire. Le premier, c'est le mode de victoire par monument. Donc les monuments, c'est les bâtiments d'âge dont on reparlera tout à l'heure. On va en avoir entre 1 et 4, voire 8 si on est chinois, mais ça c'est une spécificité. L'objectif, ça va être de les positionner et de les protéger et de détruire les monuments du joueur en face. Donc ça crée des bâtiments qui vont devenir des cibles qu'on va devoir protéger. La dernière condition de victoire, c'est la condition de victoire aux sites sacrés. Donc les sites sacrés, qu'est-ce que c'est? Ça va être des petits lieux qui vont être disposés un petit peu partout sur la map. Mais en gros, ce sont des points qui sont sur la carte qu'on va devoir prendre sous contrôle et protéger pendant un certain temps. Une fois que vous avez tous les points de la carte, de la même manière que pour une merveille, ça va déclencher un timer chez l'adversaire et il va devoir venir vous casser la gueule pour reprendre ses points. Donc ça, c'est pour les conditions de victoire. Les deux dernières, donc monuments et sites sacrés, ça va être celles qu'on va retrouver en majorité lorsqu'on fait du ranked, lorsqu'on fait du classé. Maintenant qu'on a parlé des conditions de victoire, on va parler un petit peu plus précisément de comment développer notre civilisation pour débloquer ces conditions de victoire et pour gagner la partie. Donc probablement une des choses les plus importantes dans un RTS, ça va être de comprendre que notre civilisation va reposer sur 3 axes de développement. On va avoir un axe économique, où le but ça va être de créer un maximum de villageois pour avoir un maximum de ressources, parce que plus on a des ressources, plus on va pouvoir créer de l'armée. Ensuite, on va avoir l'axe technologique. Donc l'axe technologique, ça va être tout simplement un axe qui va nous permettre d'améliorer nos unités ou de développer des unités toujours de plus en plus fortes. Ensuite, on va avoir le développement de notre armée. Donc là, l'objectif, c'est de créer une armée très forte, très grosse, pour pouvoir envahir l'adversaire. Ces 3 piliers sont extrêmement importants et dans un RTS, une partie va tout le temps être un jeu d'équilibre entre pousser son économie, pousser sa tech, pousser son armée, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait aucune qui soit vraiment à la traîne. Ça sert à rien d'avoir une très bonne économie et une très bonne armée si on n'a pas de technologie. Parce que si l'adversaire en face a une très bonne technologie, il va juste vous rouler dessus avec des unités qui sont plus fortes. De la même manière, ça sert à rien d'avoir une très bonne économie et une très bonne technologie si vous n'avez pas d'armée, parce que vous ne pourrez pas vous défendre. Donc ces 3 piliers sont probablement la chose la plus importante à comprendre dans un RTS. Il faut comprendre comment développer son économie, comment développer sa technologie, comment développer son armée, mais il faut aussi comprendre à l'intérieur d'une partie les différents timings. Est-ce que là, je peux développer mon économie,
Ou est-ce que là je pense que mon adversaire va être agressif et du coup il faut plus que je développe mon armée. Ensuite on va voir les passages d'âge. Donc les passages d'âge, qu'est-ce que c'est? Les passages d'âge, c'est un système dans Age of Empires qui nous permet de brider notre technologie et de devoir la développer au fur et à mesure de la partie. Donc dans Age of Empires, on a 4 âges différents. Par exemple, sur l'âge 1, on va avoir uniquement des lanciers pour se battre. Ensuite, on va pouvoir passer à l'âge 2 en utilisant des ressources et notre économie. On va développer l'âge 2, et là, à l'âge 2, on va débloquer des archers, des cavaliers. Ensuite, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut aller à l'âge 3. Là, à l'âge 3, on va commencer à développer des armes de siège, des cavaliers beaucoup plus forts, des hommes en armure, donc des unités encore plus puissantes. Et pour terminer, on va pouvoir aller à l'âge 4. Et là, à l'âge 4, on va développer vraiment les technologies les plus puissantes, comme de la poudre à canon, des cavaliers ultra puissants, etc. etc. Donc le passage d'âge, c'est vraiment ce qui va guider notre technologie. Si on met trop de temps à passer à l'âge suivant, on va prendre du retard sur la technologie par rapport à notre adversaire, et s'il a une meilleure technologie que nous, on aura plus de mal à le confronter. Dans Age of Empires, les passages d'âge, ils vont être donc faits grâce à ce qu'on appelle des monuments. Donc les monuments, c'est ce que je parlais tout à l'heure aux conditions de victoire. À chaque âge, on va avoir le choix entre deux bâtiments, des bâtiments qui vont nous donner un bonus dans notre civilisation. Parfois, ça peut être un bonus un peu plus axé militaire, parfois un bonus un peu plus axé technologie ou axé économique. L'objectif là, ça va être de choisir le meilleur bâtiment en fonction de ce que l'on a envie de faire dans notre partie. Si on fait une partie avec une agression très rapide, on peut partir directement sur un bâtiment assez militaire. Si on veut partir sur une partie très économique et développer un énorme empire, on peut partir sur un bâtiment beaucoup plus économique, mais dans ce cas-là, il faut faire attention parce qu'on peut se retrouver face à quelqu'un qui, lui, a choisi de partir sur le côté très militaire et très agressif. Ensuite, dans mes notes, vous voyez que j'ai écrit micro, macro. Donc, qu'est-ce que c'est? Micro et macro, c'est tout simplement le diminutif de micro-gestion et macro-gestion. Donc, la macro-gestion, ça va être tout le développement de notre base. Donc, créer des villageois, créer une économie ultra puissante, créer des technologies, créer des bâtiments de prod et produire énormément d'unités. Donc, tout ce qui va être vraiment la macro-gestion. Donc, c'est lorsqu'on regarde notre village de haut et qu'on fait vraiment tout le développement de notre civilisation. Ça, c'est la macro-gestion. La micro-gestion, c'est lorsqu'on va venir regarder une unité très précise et qu'on va lui faire des mouvements à la main. Par exemple, lorsqu'on a un archer, qu'on veut lui faire cibler un personnage, lorsqu'on veut sélectionner une unité pour esquiver des flèches, pour esquiver des shots de Mangono. Donc tout ça, c'est la micro-gestion. Donc la micro-gestion et la macro-gestion, c'est deux styles de jeu totalement différents, mais c'est deux styles de jeu qu'il va falloir quand même travailler un maximum. Ça sert à rien d'avoir une très bonne macro-gestion et d'avoir une très mauvaise micro-gestion, parce que vous allez beau pouvoir créer énormément d'unités. Si en face, lui, il a une très bonne micro-gestion, il va pouvoir juste, avec moins d'armées, mieux les utiliser, faire des meilleures prises de bataille, casser vos unités importantes, et donc vous subirez beaucoup plus de pertes que lui. De la même manière, si vous avez une très bonne micro-gestion, vous pouvez très bien envoyer 3-4 soldats dès le début du jeu dans l'économie adverse pour venir casser son économie, tuer ses villageois et ralentir sa macro-gestion et le développement de sa civilisation. Pendant ce temps-là, vous allez vous développer et au fur et à mesure de la partie, vous allez prendre l'ascendant sur votre adversaire. Donc pour terminer, on va finir sur un élément un petit peu plus précis, un petit peu plus poussé dans le jeu, mais qui est quand même extrêmement important dans le jeu si on veut commencer justement à avoir une bonne micro-gestion ou même en termes de macro-gestion pour savoir quoi produire. Age of Empires 4, au même titre que le 2, ils sont partis sur un système de pierre-feuille-ciseaux. Ça veut dire qu'on va avoir une unité 1 qui va contrer l'unité 2, l'unité 2 va contrer l'unité 3, et l'unité 3 va contrer l'unité 1. Donc ça en réalité, comment ça marche dans Age of Empires 4? Donc dans Age of Empires 4, les unités vont être découpées en deux blocs. On va avoir les unités qui coûtent de l'or et les unités qui coûtent pas d'or. Dans les unités qui coûtent pas d'or, on a vraiment ce système de pierre-feuille-ciseaux qui va être les lanciers vont contrer les cavaliers vont contrer les archers, et les archers vont contrer les lanciers. Donc lorsque vous voyez qu'en face il fait des cavaliers, vous allez devoir faire des lanciers. Lorsque vous voyez qu'en face il fait des archers, vous allez devoir faire des cavaliers, etc. etc. Donc ça c'est vraiment le système pierre-feuille-ciseaux, la base du militaire dans le jeu. Ensuite, à ces trois unités qui sont les unités bases des armées militaires dans le jeu, on va voir donc les unités qui coûtent de l'or. Les unités qui coûtent de l'or vont venir un petit peu casser ce pierre-feuille-ciseaux parce qu'on va être un petit peu plus puissante. On va voir le chevalier, on va voir l'arbalétrier et on va avoir l'homme d'armes.
Donc ces 3 unités vont venir compléter ce pierre-feuille-ciseau, mais avec quelques subtilités. Donc les chevaliers vont être très forts pour venir contrer les hommes d'armes, mais aussi les archers et les cavaliers. Les arbalétriers, eux, ils vont avoir un bonus lorsqu'ils tapent des armures lourdes. Donc les armures lourdes, c'est principalement tout ce qui va être généré avec de l'or. Donc ils vont être très forts contre les chevaliers et contre les hommes d'armes. Par contre, ils vont être très faibles contre les archers, les lanciers et les cavaliers. Donc toutes les unités qui coûtent de la nourriture. Par contre, à contrario, l'homme d'armes, lui, il va être très faible contre les chevaliers et les arbalétriers qui sont les 2 autres unités d'or. Mais par contre, il va être très fort contre les 3 unités qui coûtent uniquement de la nourriture. Donc les lanciers, les archers, les chevaliers. Donc ça, c'est les 6 unités de base du jeu. Et vous voyez qu'il y a un premier système de pierre-feuille-ciseau entre archers, lanciers, cavaliers, auquel va venir se rajouter les unités d'or, où là c'est un petit peu plus subtil. Certains vont être spécialisés dans casser tout simplement les premiers pierre-feuille-ciseaux, donc les 3 unités de base, tandis que les autres vont être un petit peu plus nuancés. Donc ça c'est la dynamique pierre-feuille-ciseau, c'est la base des unités militaires dans le jeu. Peut-être que c'est un petit peu flou dans votre tête, ça fait beaucoup d'informations pour cette première vidéo, mais je voulais quand même parler un petit peu des bases du jeu, les logiques qu'on peut avoir, comment il fonctionne, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé et que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos. Si vous avez des idées de vidéos, etc. Je pense que la prochaine vidéo, on parlera de la civilisation chinoise, comment elle fonctionne, comment la développer, quelles sont ses subtilités, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses à connaître. Sur ce, je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.